Voici la deuxième partie de la vidéo sur laquelle nous allons faire toute la lumière sur l'interaction lumière-matière. Pour résumer ce que nous avons appris jusqu'à maintenant, à partir de certaines expériences, Planck puis Einstein ont été amenés à supposer qu'une radiation monochromatique peut être aussi considérée comme étant constituée de grains d'énergie appelés photons, et que ces grains d'énergie sont capables d'interagir avec la matière. Les photons qui composent une même lumière monochromatique, c'est-à-dire une même onde électromagnétique d'une certaine fréquence, sont tous caractérisés par une valeur commune de leur énergie. Le troisième personnage qui intervient est Niels Bohr. Il suggère que la matière elle-même est quantifiée, c'est-à-dire que l'énergie des atomes est quantifiée. Vous avez appris en classe seconde que les électrons d'un atome étaient répartis sur des couches électroniques. Ce sont les fameuses couches K, L, M. Selon Bohr, à chaque couche électronique correspond en fait un niveau d'énergie pour l'électron dans cet atome. On le représente alors grâce à un diagramme d'énergie. On trace un axe vertical représentant l'énergie en électronvolts et des traits horizontaux représentant les niveaux d'énergie associés aux différentes couches électroniques. Plus l'électron est sur un niveau d'énergie bas, plus il est lié au noyau, c'est-à-dire sur une couche électronique proche du noyau. Et plus il est difficile d'arracher cet électron au noyau. Plus l'électron est sur un niveau d'énergie élevé, moins il est lié au noyau, et plus il est facile de l'arracher à ce dernier. On parle d'état excité. Le plus haut niveau d'énergie que peut posséder un électron dans l'atome correspond à un état dans lequel il est extrêmement peu lié à son noyau. Autant dire qu'il peut échapper à l'emprise du noyau. On parle alors d'état d'ionisation. Il correspond à l'état le plus instable de l'électron dans l'atome. À retenir donc que les niveaux d'énergie que peut prendre l'électron dans l'atome sont quantifiés. C'est-à-dire qu'il ne peut prendre que certaines valeurs et pas d'autres. Une représentation simple qui permet de bien comprendre ce principe est celle d'un immeuble, dans lequel le noyau se situerait au rez-de-chaussée et dans lequel les électrons se répartiraient selon des règles d'occupation strictes sur les différents étages. Voici donc ce qu'il faut retenir de cette première partie. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de noter tous ces points. Étudions maintenant l'interaction lumière-matière. Prenons le cas de l'atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul électron, donc facile à étudier. Dans son état fondamental, l'électron occupe le niveau d'énergie le plus bas. S'il absorbe un photon d'énergie correspondant exactement à la différence entre deux niveaux d'énergie, l'atome absorbe cette énergie et l'électron passe sur un niveau d'énergie plus élevé. Si l'atome reçoit un peu moins d'énergie, il sera juste au-dessus d'un niveau d'énergie, en dessous d'un niveau d'énergie, donc entre deux niveaux, ce qui est impossible. S'il en reçoit un peu plus, il sera juste au-dessus d'un niveau d'énergie, entre deux niveaux, ce qui est impossible aussi. Il ne se passe donc rien. Ensuite, il se passe exactement le même phénomène, mais en sens inverse. L'électron, qui avait été mis auparavant dans un état excité, revient spontanément dans un état plus stable en libérant de l'énergie sous forme de lumière. Les photons associés à cette onde lumineuse ne peuvent avoir qu'une énergie bien précise. La différence d'énergie entre les niveaux final et initial correspondant à la transition. Or, si ces photons portent l'énergie, donc delta E, c'est qu'ils appartiennent à une onde monochromatique de fréquence précise. Cela correspond à une raie spectrale. Avec toutes les transitions possibles dans un atome, on obtient l'ensemble du spectre de raie d'émission d'un élément chimique. Donc, comme nous pouvons le constater ici, nous allons voir plusieurs raies d'émission pour l'atome d'hydrogène. Hop, nous avons encore quelques raies. Voilà. Et donc là, nous observons le spectre de raies d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, ici, nous représentons que les raies visibles pour l'œil humain, c'est-à-dire pour des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. Pour résumer, un atome n'est pas fixé dans un état d'énergie. Il peut passer d'un état d'énergie E2 à un état d'énergie E1, avec le niveau d'énergie E2 supérieur au niveau d'énergie E1. Il y a alors émission de rayonnement. L'atome se désexcite. Ou bien, l'atome peut passer d'un état d'énergie E1 à un état d'énergie E2. Il y a alors absorption de rayonnement.
L'atome est excité. Ces deux phénomènes permettent d'expliquer l'aspect des spectres de raies d'émission et d'absorption des atomes. La formule qui apparaît dans ces figures est identique à la formule donnant la valeur du quantum d'énergie. Le delta E représente la différence entre E2 et E1 qui s'exprime en joules, l'unité légale de l'énergie. En revanche, il ne faudra pas oublier les conversions d'énergie, car dans le diagramme, les énergies sont données en électronvolts. Les spectres d'absorption et d'émission sont forcément complémentaires. Les raies de couleur du spectre d'émission correspondent aux raies sombres de celui d'absorption, car elles correspondent aux mêmes transitions des électrons de l'atome sur les différents d'énergie, soit dans un sens, soit dans l'autre.